Nous reprenons la page 226. Grand domaine esclavagiste. Les musulmans ont développé très tôt, tout particulièrement en Orient, l'exploitation par des troupes de centaines ou de milliers de captifs de vastes domaines agraires qui rappelaient jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'intolérable, ce qu'avaient été les latifundia du temps des Romains. Ce n'était bien sûr en aucune façon agriculture domestique pour l'approvisionnement du palais ou de la cité toute proche, en grains et en herbes, mais en entreprise de grande envergure pour ne récolter en énorme quantité qu'un seul fruit destiné à l'exportation vers de lointains pays. Agriculteurs non vivrières, non diversifiés et équilibrés, mais au contraire très spécialisés, appelés forcément à devenir exclusifs, toujours tournés vers les produits de luxe, tenus pour rares. Ces grands, immenses domaines seigneuriaux, exigés pour la préparation des sols, pour les semis ou les plants, pour les cueillettes et les récoltes, une très nombreuse main-d'œuvre, si nombreuse que l'on ne pouvait songer à employer et payer des hommes libres. Les travaux furent partout confiés à des esclaves, surtout aux Noirs, amenés si souvent sur les marchés que leur prix demeurait bien plus bas que ceux des Blancs, appréciés aussi pour leur vigueur de leurs bras, réputés plus soumis. Ils convenaient parfaitement, et de fait, l'on ne retrouve que très rarement, jamais pourrait-on dire, des esclaves, slaves, turcs ou tchékresses sur ces grandes entreprises esclavagistes, seulement des Noirs, Zenj ou Soudan. La seule traite négrière, traite massive, a permis dans les pays d'islam, quelques 900 000 ans avant les plantations coloniales des chrétiens d'Occident, aux Antilles et en Amérique, le développement de ces cultures spéculatives sur de vastes échelles et à moindre frais. Tous les trafics de ces fruits de luxe, vendus à haut prix, souvent très loin, dans des lieux de récolte, le sucre, le coton, les meilleures dattes et certaines épices, telles le clou de girofle, ne furent possibles que grâce à l'esclavage, essentiellement sinon exclusivement à l'exploitation des Noirs d'Afrique. Une part non du tout négligeable de l'économie marchande, des échanges à longue distance et en somme à la fortune des grandes métropoles des pays d'islam, en Égypte et en Asie, demeura tout au long des temps étroitement tributaire de ce trafic du bétail humain, de plus en plus important, sans cesse renouvelé, étendu à d'autres territoires. Les entreprises agraires, qui ne vivaient que par cette exploitation cruelle d'hommes d'autres races et d'autres origines, ne sont pas toutes connues, et encore moins décrites d'un peu près. Au fil du récit, mais là encore sans s'y attarder, certains auteurs voyageurs plus curieux que d'autres, ou passant par là, citent les plantations des dattes en Mésopotamie, sur les terres émergées de la région de Bassora dans les années 700, en Iran autour de Bender Abbas, sur le golfe d'Ormuz, dans une île sur la côte appelée le Moghstan, ou encore dans le sultanat d'Oman, sur la plaine littorale d'Al-Batina, à l'ouest de Mascate. Ce n'était pourtant pas l'essentiel, et ces palmeraies, irriguées bien entretenues, ne pouvaient ni pour l'étendue ni pour le nombre d'ouvriers se comparer aux immenses territoires voués à la canne à sucre. Nulle entreprise n'appelait autant d'esclaves que les plantations de canne. Sous-chapitre, la canne à sucre et l'esclavage. Pendant des siècles, tout le sucre vendu et consommé dans l'Europe chrétienne venait du monde musulman. C'était un produit cher, tellement cher que l'on ne s'en servait pas pour donner un meilleur goût aux aliments ou les conserver. Pour cela, on se servait du miel, très apprécié pour ses diverses qualités, offert sur tous les marchés à bas prix. Pour quantité de mets et de boissons, on utilisait aussi très souvent des épices, mais en petite quantité. Le sucre était en Occident plutôt considéré comme un médicament, aux vertus plus ou moins assurées, et servait surtout d'excipient pour la préparation des sirops et des pilules. Les mercuriales, ces listes de prix très longues et très précises préparées et mises en forme par les commis ou les associés des grandes compagnies de commerce, de Toscane et de la Hanse germanique par exemple, donnaient sans faute jamais et très soigneusement les cours des sucres et des diverses origines, produits plus ou moins élaborés en poudre et en bloc, raffinés ou non, dit alors de 2 ou de 3 cuites, et ces prix figuraient toujours juste à côté de ceux des épices les plus appréciées. Ces sucres venaient toujours d'Orient, chargés dans les ports de Syrie ou d'Égypte. À partir des années 1400, on en achetait aussi dans le royaume de Grenade, où la culture de la canne, celle du mûrier pour l'élevage des vers à soie et des vignes pour les raisins de haute qualité vendus séchés, toute culture spéculative, avait pris une telle expansion que l'on y négligeait le blé et le riz, à tel point que ce pays fertile entre tous devait importer ses grains d'Afrique du Nord. Les chrétiens, pour leur part d'importantes sollicitations du marché, Les chrétiens, pour leur part, malgré d'importantes sollicitations du marché, n'en produisaient pas ou très peu.
Ils avaient, au XIe siècle, faute de disposer d'une main-d'œuvre nombreuse, abandonné la culture de la canne dans la Sicile reconquise sur les musulmans. Ce n'est que beaucoup plus tard, dans les années 1460, que près de Valence, dans la Huerta de Gandia, la compagnie allemande de Ravensburg fit assécher les terres de vastes plantations et travailler les champs de canne par des esclaves noirs. Dans le même temps, d'autres tentatives échouèrent là où il fut impossible d'user du travail des esclaves. En Algarve notamment et dans les îles Canaries, à Tenerife, où les colons venus de Ligurie, encouragés par les négociants de Gênes, ont irrigué des parcelles de terre, construit des moulins et recruté de force les travailleurs indigènes, des Guanches, réduits à l'état de servitude, mais où ces travaux furent bientôt abandonnés lorsque les rois catholiques d'Espagne eurent interdit l'esclavage des Guanches. En pays chrétien, la production sucrière ne connut vraiment de grand succès que dans les îles portugaises de l'Atlantique. Le premier chargement de sucre de Madère était débarqué à Bristol en 1456. Ce sucre alimenta dès lors un fort courant d'exportation vers le Portugal, la Flandre et l'Angleterre. Mais c'était une petite culture très soignée qui ne faisait généralement pas appel à une main-d'œuvre servile. L'emploi presque exclusif des moulins à bras pour presser la canne augmentait encore le prix du sucre et Madère fut, à partir des années 1505 environ, incapable de concurrencer le sucre des esclaves noirs, celui-là, de l'archipel de Sao Tomé, autre possession portugaise découverte en 1471 par des chevaliers navigateurs. Une première tentative de peuplement avait échoué en 1486, et 10 ans plus tard, en 1496, précisément afin d'y développer la culture de la canne, le gouverneur Álvaro de Caminha puis le roi y favorisèrent l'installation de centaines de colons et firent déporter les condamnés, les rebelles chrétiens et juifs. Ce Portugais, Sao Tomé, de l'île voisine de Principe, trouvèrent là des terres riches, un bon climat, beaucoup d'eau pour l'irrigation, et se mirent vite en quête d'acheter des Noirs d'Afrique. En 1512, Sao Tomé comptait 60 exploitations sucrières, employant chacune en moyenne 300 esclaves. Certains colons ont brillamment réussi, se sont trouvés à la tête de vastes plantations, tandis que les amateurs et capitaines se trouvaient sans mal en Afrique noire, sur le littoral ou dans les postes de traite sur les rives des fleuves côtiers, des marchés et des ports d'embarquement. Ce fut bientôt une routine et les Portugais, juifs et chrétiens, fils des déportés dans les îles, furent les tout premiers dans le monde occidental à pratiquer sur une grande échelle la traite maritime des Noirs d'Afrique. Ce trafic, provoqué par la mise en culture des terres vierges et la chasse aux hommes pour les travaux des champs, les moulins et les raffineries de sucre, fut ainsi à l'origine de la plus ancienne et la plus durable des traites atlantiques. Pour la seule année 1522, nous sont restés que 2 livres de bord qui indiquent très exactement les démarches à terre, les négociations et les opérations de troc, puis l'embarquement des captifs, les pertes au long du voyage, et témoignent que ces pratiques étaient déjà bien assurées, tout ordinaire. La traite atlantique, celle des Noirs, fut effectivement, et nos manuels ne se trompent pas sur ce point, intimement liée à la mise en valeur spéculative des terres nouvelles et au développement des plantations pour le meilleur profit des colons, à la culture de la canne pour tout dire. Mais là où les historiens et les fabricants de livres de classe se trompent, c'est que lorsqu'ils parlent de la colonisation des Antilles au XVIIe et au XVIIIe siècle, et négligent les colons portugais de Sao Tomé. Dans le monde musulman, la culture de la canne fut aussi, mais là dès les années 680 déjà, à l'origine d'un extraordinaire développement de la traite des Noirs. Pour être encore plus rentable, les plantations de canne devaient occuper les terres acquises bon marché, généralement incultes, soit des portions de désert à irriguer, soit plus souvent des marais dans le lit ou le delta d'un fleuve gorgé de sel, terre recouverte de croûtes silicieuses. D'où l'obligation de rassembler, pour simplement préparer le sol, encore plus d'esclaves. C'est ainsi que fut entrepris et poussé jusqu'à terme, avec il est vrai des fortunes diverses, le drainage de plusieurs petites plaines littorales de l'Ifriqiya et sur une bien plus vaste échelle, l'assèchement des marais de basse Mésopotamie. Les initiateurs et les véritables chefs d'entreprise de la mise en valeur des terres incultes, parfaitement stériles et insalubres, meurtrières même à cause des fièvres, étaient tous, dès le début, des riches négociants et hommes d'affaires avisés, et plus, hommes de conseil de l'entourage du calife de Bagdad, grand officier parfois. Leurs capitaux et leurs relations privilégiées leur ont permis d'acquérir de vastes territoires dans le marais du delta du Tigre et de l'Euphrate. Ils ne prenaient pas même la peine d'acheter ces marécages dont on voyait qui aurait pu y revendiquer des droits de propriété. Dans un hadith, les récits, sentences du prophète, disaient tout net que celui qui vivifiait la terre en était propriétaire. Ces magnats se sont donc engagés dans des bonifications d'étonnantes ampleurs, menées sans répit, et tout naturellement commencèrent par acheter aux trafiquants, aux marins et aux autres négociants caravaniers
Des milliers de Noirs Zenj d'Afrique orientale et Noirs du cœur de l'Afrique, aussitôt conduits sur ces marécages encore à demi envahis par les eaux saumâtres. Il fallait creuser le sol, enlever la couche de natron, le charger sur des mulets ou sur des légères embarcations pour rassembler cette récolte nauséabonde en des tas, aussi tout grands que des montagnes, rapporte un chroniqueur. Les esclaves, que l'on nommait tous Zenj, sans nullement prendre soin de les distinguer les uns des autres, se révoltèrent une première fois, après seulement quelques années de labeur, en l'an 689, armés de gourdins ou de houes, formés à la hâte en petites bandes sans liaison entre elles, sans chef capable de mener le combat, ils se contentaient de piller les villages et les navires surpris sans défense. Leur rébellion ne mit nullement en péril la paix sociale du pays ni l'avenir des chantiers. Les esclaves furent vite dispersés, les prisonniers décapités, leurs cadavres pendus aux portes des cités. Quelques années plus tard, en 694, dans ce même pays de marais, d'autres Noirs, gardiens de troupeaux venus du centre de l'Inde, crièrent leur misère et leur colère contre leurs maîtres, se révoltèrent et, rejoints par des esclaves fugitifs, africains ceux-ci, rassemblèrent des troupes. Sous le commandement du lion des Zenj, chef de guerre entré aussitôt dans la légende, ils infligèrent une lourde défaite à une première armée envoyée de Bagdad. La révolte ne fut écrasée qu'après une seconde offensive. C'est déjà là la guerre sociale, la levée en masse d'hommes soumis à un sort insupportable, révolte parfaitement spontanée sans que nul ambitieux parmi les blancs et les maîtres ait cherché à en tirer profit, à les mettre au service d'un quelconque dessein politique ou religieux. Les Noirs ne reprirent vraiment leurs armes pour un soulèvement de grande ampleur que près de 200 ans plus tard, en 869, lors de la terrible guerre des Zenj, dont nos livres ne parlent pas ou très rarement. Nos auteurs en Occident, fascinés seulement par Spartacus et les esclaves de la Rome antique, ne se résignent pas volontiers à évoquer ces terribles et sanglants affrontements, reflet pourtant d'une société délibérément esclavagiste, cruelle, méprisante pour les hommes de couleur. Nos révolutionnaires en France et ailleurs se sont bien sûr recommandés de Spartacus et en ont fait un héros. Pour les musulmans esclavagistes du IXe siècle, c'est une autre affaire. Aucun de nos grands esprits n'a, depuis le temps des Lumières, crié au crime et fait frémir les foules en évoquant le martyre des Zenj. Nous savons choisir. Pourtant, pendant 14 années, les révoltés ont défié et vaincu les armées du calife envoyé de Bagdad. Ils ont pris et ruiné la ville de Bassora, fait des milliers de prisonniers, mis sur pied un véritable État avec ses officiers et ses chefs de troupes, étendu leur pouvoir sur les populations de districts entiers. Certes, la rébellion des Noirs en Mésopotamie, comme d'autres en plusieurs autres régions, traduit sans doute plus qu'un malaise social, plus que le refus d'une intolérable misère. Le pays souffrait alors de graves crises politiques. À Bagdad, livré à l'anarchie après le meurtre du calife Al-Mutawakil, 4 califes se sont succédés en 9 années, de 861 à 870, tous 4 vrais fantoches aux mains des officiers turcs de la garde prétorienne. Les gouverneurs des provinces ne tenaient pas le pays en main et partout affrontaient de profonds mécontentements ou des rébellions armées. À l'est, les Safarides, dynastie fondée par Yaqub al-Safas en 863-902, s'étaient proclamés indépendants du calife. Ils régnaient sur les hauts plateaux du Kurdistan, sur le Fars, au sud de l'Iran, et le Sindh, au bord du golfe d'Oman. Les Kwarmarat, secte fondée par un simple paysan d'Irak qui prêchait un égalitarisme social absolu et rassemblait nombre d'ouvriers et de paysans, prirent Bahreïn. Ils en firent la capitale d'un nouvel État, attaquèrent la Syrie, rançonnèrent Damas, massacrèrent les habitants de Baalbek et furent sur le point de s'emparer de Bagdad et de renverser le califat. Bassora, ces négoces en pleine expansion, vivaient des temps de grand désarroi. Les théologiens et les chefs religieux ne cessaient de dénoncer la richesse des parvenus, les interdits de l'islam violés, la luxure et les mœurs corrompues, pratiques devenues communes de l'usure. Ces gens méprisent les étrangers et ne manifestent envers eux qui ne sont pas de Bagdad que dédain et hauteur. Ils font des transactions en rognures d'or, mais aucun d'entre eux ne ferait un prêt à Dieu. Dans cette ville, on ne dépense pas un dinar qui ne soit rogné et donné en paiement par une main qui fait trébucher la balance frauduleusement. On ne trouve presque pas de scrupules et d'honnêteté chez le notable, rapporte un chroniqueur. Le luxe outrageant, ostentatoire, et sans aucune retenue pour les vêtements et les bijoux soulevait l'indignation des censeurs et la colère des petites gens. Ils pensent que la plus haute gloire est de laisser traîner les pans de son vêtement et ne savent pas que, selon le hadith attesté, ces pans traînent dans le feu de l'enfer. Alors que les bandes noires des financiers faisaient la loi sur les grands domaines,
Les hommes au travail affamé, les petits paysans réduits à de pauvres ressources sur de rares parcelles, et les esclaves cantonnés par troupes sur les terres vierges, criaient maintenant leur haine et parlaient de détruire la cité, refuge honteux de tous les vices. Cependant, réduire cette révolte à une levée des armes contre les impies, ou encore à une guerre de classe, est comme toujours, ou presque en pareil cas, en donner une image trop incomplète. L'homme qui parvint à rassembler des milliers de combattants dans des conditions les intérêts... 1, 2, 3. L'homme qui parvint à rassembler des milliers de combattants dont les conditions, les intérêts pouvaient ne pas se rencontrer, cet homme qui fut ensuite commandant des armées de l'État rebelle, n'était ni un noir, ni un esclave, ni un prédicateur inspiré appelant au respect de la loi et à l'abandon des injustices, mais un blanc, homme libre, chef politique et ambitieux qui, lui, rêvait de se hausser au plus haut des honneurs et, selon toute vraisemblance, d'abattre le calife en place et toute sa dynastie. Celui qui s'est fait reconnaître comme le maître des Zenj est effectivement conduit tout au long de la rébellion. Ali ben Muhammad était un arabe. On ne connaît pas exactement ses origines, mais on le voit d'abord apparaître à Samara, poète à la cour du calife Al-Mutassim, occupé à enseigner aux enfants l'art d'écrire, la grammaire et l'astronomie. Et de là, il se rend à Bahreïn en 864, où il se prétend cousin, parent en tout cas d'Ali, le gendre de Mahomet, assassiné 3 ans plus tôt. Il prend la tête d'une faction, entre en conflit avec les autorités, soulève une forte partie des habitants, mais doit s'enfuir dans le désert, rebelle accompagné seulement d'un petit nombre de fidèles. On le retrouve à Bassora, puis à Bagdad, puis encore en basse Mésopotamie. La capture d'un muletier qui transportait la farine pour les chantiers du dessalage lui vaut son premier contact avec les esclaves noirs, les Zenj, qui dès lors formeront, et de très loin, les plus forts contingents de ses troupes. De telle sorte que sa propre aventure pour la conquête du pouvoir devint alors la guerre des Noirs, allié en quelque sorte providentiel qui jusqu'alors lui était complètement étranger et dont il ne s'était jamais préoccupé. Le 7 septembre 869, il proclamait solennellement la révolte des esclaves, et tout commença par la libération d'un groupe de 50 noirs gardés par un seul surveillant, lequel fut sur le champ roué de coups de fouet, puis de 530 autres, puis de proche en proche de plusieurs centaines de milliers. Et de dizaines de milliers, pardon. Les troupes mandées de Bagdad furent longtemps tenues en échec. Le Ouzistan, pays des marais du Bas-Irak, sillonné par une multitude de canaux où ne pouvaient entrer les gros bâtiments chargés de troupes, pays quasi impénétrable aussi pour les fortes parties de cavaliers, offrait d'innombrables refuges aux insurgés qui se dispersaient aisément, introuvables, pour revenir tendre des embuscades ou fondre par milliers sur les guerriers éprouvés par les longs cheminements, les fièvres et les maladies. C'était aussi un pays où, de tout temps, régnait un brigandage endémique, où les pillards guettaient le passage des navires, où les bédouins du désert venaient rasier les villages et les campements. Cette guerre, pourtant, ne fut nullement une suite d'engagements obscurs, mal connus, mal situés et mal datés. Tout au contraire, plusieurs auteurs ont tenu un registre parfaitement circonstancié de chaque combat, prenant soin d'en fixer les jours exacts, de le décrire, de le chiffrer, les forces des uns et des autres, de montrer leur façon de se rassembler et d'aller au combat. De telle sorte que cette guerre, que l'on pourrait croire limitée à des raids sans lendemain et sans ampleur, fut, à l'inverse, une suite de campagnes et d'affrontements demeurés très vifs dans les mémoires. Tout cela est parfaitement connu. L'historien Al-Tabari, contemporain des événements, a consacré plus de 300 pages à son histoire universelle, à la guerre des Zenj, et l'on sait les noms de plusieurs autres auteurs dont les récits, tout aussi précis sans doute, ont disparu. Par la suite, les historiens, tant les musulmans que les chrétiens d'Orient, n'ont cessé de s'y intéresser, de reprendre le film des événements et d'analyser les circonstances. La liste des travaux antérieurs au XVIIIe siècle, présentée par Alexandre Popovitch dans son livre tout entier consacré à cette étude de la révolte, compte plus de 100 titres. En 869, une grande armée est partie de Bagdad, commandée par le général Abou Mansour, fut taillée en pièces dès la première rencontre. Peu après, le Turc Abou Hilal marchait contre les Zenj avec 4000 hommes. Les Noirs, armés seulement de gourdins, mirent son avant-garde en fuite. Ils massacrèrent sur le terrain plus de 1000 soldats et amenèrent dans le camp autant de prisonniers, aussitôt mis à mort eux aussi. De nouvelles troupes de Bagdad arrivent dès l'année suivante, puis régulièrement chaque année. De 870 à 873, sous le commandement toujours d'un officier turc, elles ont repris le contrôle de plusieurs villes que les Zenj avaient pillées, mais n'ont jamais réussi à leur infliger une sévère défaite. Une défaite décisive. Les révoltés se comptaient de plus en plus nombreux, ralliant à leur cause les paysans libres de la région et même les pèlerins musulmans de passage dont ils surprenaient et arrêtaient les barques. Ils s'emparèrent aussi de 24 navires de haute mer
de conserve pourtant bien gardée, remontaient le delta du Tigre vers Bassora. 3 longs jours de pillage leur valurent alors un énorme butin. Le 7 septembre 871, à l'heure de la prière du vendredi, Bassora, attaqué sur 3 fronts, tombait. Le maître des Zenj, Ali ben Muhammad, leur avait fait promise. Bassora sera un pain que tu mangeras de tous côtés, et quand le pain sera entamé de moitié, elle sera détruite. Ce qu'ils firent, laissant ce nid de mauvais croyants, ce repère luxurieux et des impies complètement ruinés. C'est alors qu'ils installèrent la capitale de leur État, commandement militaire et siège d'une véritable administration dans la ville toute proche d'Al-Mu'tara, cité forte entourée de hauts remparts. Ali ben Muhammad régnait en maître absolu, ne laissant au noir que peu de droits et peu de décisions. Il se donna lui-même le titre de Mahdi, s'affirmant toujours aux membres de la famille du prophète appelés à rétablir la loi. Ce titre fut rappelé dans chacune de ses proclamations et figurait sur les monnaies qui seules avaient cours dans l'État rebelle. Il est clair qu'ici, à la différence de ce que proclamaient souvent nombre de prédicateurs, des chefs religieux réputés hérétiques, de meneurs de rébellions sociales, il n'était nullement question d'établir une société égalitaire où riches et pauvres, puissants et soumis ne devaient en rien se distinguer. Ce fut tout au contraire une société sévèrement hiérarchisée, où les groupes ethniques et sociaux se tenaient strictement séparés les uns des autres, chacun à sa place. Ali ben Muhammad et les siens accaparaient bien richesse. Venait ensuite, à un tout autre niveau du pouvoir de considération, ses proches compagnons, puis les Zenj, troupes de la première heure, maintenant libérés de leurs durs travaux, puis les hommes libres, paysans, gardiens de troupeaux, coupeurs de roseaux, bateliers et portefaix, hommes des régions soumises ou occupées, enfin les prisonniers, les blancs, turcs et surtout troupes de soldats califales capturés lors des batailles et réduits à l'état d'esclavage pur et dur. À ne considérer même que les Noirs, il ne paraît nullement que leur révolte contre les maîtres, provoquée sans aucun doute par la misère, les souffrances et les humiliations d'une condition insupportable, fut vraiment celle d'hommes qui se dressaient horrifiés contre le seul fait de l'esclavage, pratique honnie qu'ils auraient dénoncé de toute leur force et voulaient voir à tout jamais abolie. Libérés, ils en vinrent tout naturellement à posséder eux-mêmes des esclaves, et rien n'indique qu'ils les aient traités moins sévèrement qu'ils ne l'avaient été. Les Zenj, proprement dit, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique orientale, ne formaient qu'une partie de l'armée des révoltés. Non vraiment fer de lance, bataillon d'attaque, mais plutôt groupe indiscipliné lancé à la chasse au butin. Les autres corps comptaient les Blancs, des Noirs d'autres régions d'Afrique, et d'autres Noirs encore, déserteurs de l'armée du calife. En décembre 879, Al-Muwafaq, frère du calife Al-Mutamid, qui à Bagdad avait enfin restauré l'autorité de l'État et l'ordre social, réunit 2 fortes armées qui, très vite, remportèrent de grands succès, prirent et rasèrent plusieurs villes fortes, libérèrent des milliers de femmes et d'enfants esclaves des Zenj. Al-Muwafaq mit le siège devant la capitale des rebelles et, près des murs, fit construire une nouvelle ville pour abriter sous son commandement et ses partisans. Cette grande cité portait son nom, Al-Muwafaqiya, faite non de tentes mais d'édifices en dur. Entourée d'imposants remparts, elle comptait plusieurs marchés, des bureaux de change, une grande mosquée, et fut vite peuplée d'artisans et de négociants. Les vivres arrivaient régulièrement par des bateaux de haute mer, alors que les assiégés souffraient d'un dur blocus, et les déserteurs, chez leurs officiers, surtout assurés du pardon, se faisaient de plus en plus nombreux. On les comblait de cadeaux aussitôt exposés pour que les rebelles puissent bien les voir, tandis que les têtes des prisonniers étaient entassées dans des embarcations amenées jusqu'au pied des murailles de la cité rebelle. Les Zenj résistèrent pourtant à des troupes que les chroniqueurs évaluent alors à quelques 500 000 soldats. En juillet 881, les hommes du calife réussirent à pénétrer dans Al-Mu'tara, la capitale des Zenj, mais le soir venu, furent incapables de s'y maintenir. Sur le chemin du retour, leurs bateaux lourdement chargés s'enlisèrent. Les assiégés reprirent une large part du butin et des vivres qu'ils avaient perdus et tuèrent encore un grand nombre de soldats. Et, jour après jour ou presque, pendant plus de 2 ans, chaque assaut échoua de la même façon. Les assaillants mettaient le feu aux maisons, mais succombaient ensuite sous les attaques de centaines d'hommes pour, en définitive, se retirer. En mars 883, pourtant, ils prirent et incendièrent le palais du maître des Zenj, et le 11 août de la même année, alors que 5000 Zenj avaient déserté et qu'Ali ben Muhammad était tombé mort, atteint d'une flèche, ils reprirent le contrôle de toute la cité.
1000 Noirs s'enfuirent dans le désert. Ils y moururent de soif ou furent capturés et réduits en esclavage par les Bédouins. Les chefs victorieux firent une entrée triomphale dans Bagdad, enfin délivrés d'une terrible menace. Les poètes, à la cour comme à la ville, rivalisèrent d'enthousiasme pour célébrer l'événement et accabler de louanges leur chef de guerre enfin triomphant. Les historiens musulmans furent bien incapables de chiffrer, et même à beaucoup près, le nombre de morts lors de cette révolte des esclaves, qui fut aussi une guerre pour le pouvoir. Certains parlent de 500 000, d'autres de plus de 2 millions. Le principal et plus spectaculaire résultat de la rébellion fut certes la disparition de ces chantiers où les Noirs travaillaient si dur et vivaient si mal, exploités de façon inhumaine. Ce fut aussi l'abandon des entreprises de dessalage et des terres du Marais et dans une large mesure de la culture de la canne à sucre dans cette région. Les Zenges survivants, toujours esclaves bien sûr, furent presque tous enrôlés dans les troupes du calife. Sans l'appui, ou plutôt sans la prise en main par des chefs arabes de haut lignage aidés par de nombreux compagnons, parents, membres de leur tribu, sans cette entreprise subversive des ambitieux lancés à l'aventure pour prendre Bagdad et le califat, cette levée en masse des opprimés, cette guerre sociale, aurait-elle pris tant d'importance et ruiné la paix de l'État pendant si longtemps ? On doit en douter. En 885, 2 ans seulement après la fin de cette grande guerre, dans la région de Wassit sur le Tigre et plus au nord, les Zenges, à nouveau enrôlés, mais réduits à eux-mêmes, sans aucune sorte d'alliance ni de complicité chez les Blancs, furent immédiatement défaits. Leurs chefs, non cette fois des musulmans, grands seigneurs, mais des Noirs pris parmi eux, finirent égorgés un par un, les autres soumis à d'atroces supplices. Près de 2 siècles plus tard, en 1146, 500 Noirs esclaves qui faisaient paître leurs chevaux de leurs maîtres sur des herbages hors du Caire prirent les armes et se proclamèrent libres, sujets d'un État indépendant. État minuscule bien sûr, quoique quelque peu fantôme. Mais ils n'en désignèrent pas moins un de leurs comme sultan, assis sur un trône dans un pavillon dressé à la hâte. Ils nommèrent ensuite un vizir et plusieurs grands officiers, un commandement en chef de l'armée, et même des gouverneurs à Damas et à Alep. Mais ils ne firent rien d'autre que de s'emparer d'une ou 2 caravanes chargées de grains et ne tardèrent pas à s'opposer en clan ennemi qui mit fin à l'aventure. Il paraît évident que la grande guerre des Zenges de 869 à 883 fut d'abord politique, fruit de compétitions acharnées pour le pouvoir, les esclaves noirs entraînés ensuite, certains diraient convaincus, sans trop savoir pourquoi, manipulés en somme pour servir les ambitions des chefs arabes. Dans l'Afrique noire, les guerres entre ethnies et entre tribus, occasion de chasse aux captifs, et les razzias à chaque saison étaient largement pratiquées. Tous les auteurs s'accordent sur ce point. Bien avant les conquêtes des Égyptiens et des Marocains, les rois et les princes riches, les conseillers et les courtisans, les officiers et chefs de guerre, certaines femmes même, leurs favorites, possédaient des centaines ou des milliers de travailleurs soumis à eux de durs travaux sur d'innombrables parcelles de terre, réparties souvent en de nombreux villages, et à d'autres exploitations disséminées. Ouais, on arrête là la lecture à la page 241.